Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial Burkina Faso, puisque nous sommes à Ouagadougou, donc la capitale de la République du Burkina Faso. Nous étions là pour un peu participer à un forum sur les entreprises et nous allons parler précisément de la richesse, la première richesse du Burkina Faso, comme des autres pays de l'Afrique, puisqu'il s'agit des ressources humaines, c'est-à-dire des talents et de la formation donc et de l'éducation. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'être en compagnie de monsieur Isidore Kini, qui est le président directeur fondateur de l'ISIG International, c'est-à-dire l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, qui est devenu plus tard l'Université Aube Nouvelle. Monsieur Kini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Vous nous recevez donc ici même dans votre bureau, donc à l'Institut supérieur. On voit un bureau bien chargé, ce qui veut dire que vous êtes un homme qui travaille beaucoup. Merci d'avoir pris un peu de temps donc pour répondre à notre question. Alors je disais, nous parlons de la véritable richesse du Burkina Faso, comme de tous les pays africains, on le dit. L'Afrique compte une grande jeunesse, une jeunesse très importante dans le rapport, si vous voulez, démographique. Près de 70% de la population a moins de 30 ans, voire moins de 25 ans dans certains pays. C'est-à-dire cette jeunesse, c'est elle qu'il faut former. Et vous, c'est dans ce chantier que vous vous êtes investi depuis près de 20 ans. Alors, première question avant tout, pourquoi vous avez investi dans l'enseignement? Merci. Alors, l'histoire a commencé quand j'étais inspecteur IBM, de 89 à 90, donc tout juste 2 ans. Et je me suis rendu compte que l'outil informatique était entouré vraiment d'un mystère. Les gens, les quelques-uns initiés, l'entouraient d'un mystère. À telle enseigne qu'au Burkina Faso, pour commander un ordinateur, computer, il fallait l'autorisation du gouvernement. Alors j'ai été vraiment choqué. Moi, inspecteur IBM qui répare les ordinateurs, je ne vois rien d'extraordinaire et on en fait quelque chose de mystérieux. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces cas-là puissent quand même changer, parce que c'était vraiment choquant. Et donc, 2 ans après, j'ai dit, mais écoutez, il faut que, si je reste IBM, je serai bon technicien IBM, vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire pour reculer ce mur des mystères-là? Et donc, la révolution est venue de ce niveau-là. J'ai dit, bon, écoute, il faut que je prenne les responsabilités. Donc, j'ai démissionné de chez IBM pour donc créer ISIG. Alors, donc ça a été... Ça a été d'abord facile, ça a été compris par, je veux dire, vos collègues, votre entourage, peut-être votre famille, ou alors on s'est dit, mais excusez-moi du terme, mais ce monsieur est fou et il laisse un boulot garanti pour aller se lancer dans une aventure. Vous avez parfaitement raison. Effectivement, les gens pensaient qu'il y avait un problème. Comment quelqu'un peut démissionner chez IBM et oser se lancer à l'aventure? Alors, pour la petite histoire, quand j'ai voulu créer la structure, j'ai cherché des gens pour s'associer à moi. Personne ne voulait. Personne ne croyait. Alors, donc il y avait 2 obstacles. Bien sûr, mes amis qui pensent que c'était risqué. Et au niveau académique, les universitaires qui disaient qu'il ne faut pas laisser ce nouveau virus-là entrer dans le système éducatif, surtout supérieur privé dans notre pays. Et donc, c'était très dur pour que je puisse relever ce défi. Oh, j'avais en moi, ça bouillonnait, qu'il faut faire quelque chose. Donc, j'ai déposé un dossier au niveau du ministère en juillet 91 et en octobre 92. Donc, ça aboutit et donc l'école est créée. Institut supérieur d'informatique et de gestion. L'objectif, que je puisse former des jeunes. Mettons, si je prends 20 étudiants, que je forme du niveau analyste programmeur, qui est un bon niveau technicien, à leur tour, et aussi ils vont former des gens. Donc le souci c'était vraiment de vulgariser l'outil informatique afin de le démystifier. C'était vraiment la vision. Et aujourd'hui, vous pensez avoir atteint ce but, ce premier but en tout cas, d'avoir démystifié l'outil informatique? Parce que c'est vrai qu'on se souvient, d'ailleurs beaucoup de sociologues, je me rappelle des études de Michel Crozier à l'époque, il a expliqué que les informaticiens
dans ces années 80, avait en quelque sorte maîtrisé un certain pouvoir aussi du fait qu'il connaissait l'outil informatique. Vous avez réussi à le démystifier au Burkina Faso? Je pense honnêtement que nous avons réussi à démystifier l'outil informatique. Alors, nous avons formé à l'heure actuelle près de 4000 diplômés. Et quand vous faites le tour dans toutes les structures les plus significatives où il y a un service informatique, vous allez trouver un informaticien de l'ISIC qui est responsable. Donc c'est l'institut de formation de référence, je pourrais dire, des informaticiens au Burkina Faso. Tout à fait. Sans fausse modestie, je peux l'affirmer que nous sommes vraiment le leader. Et pour 3 raisons essentielles. Non seulement cette volonté personnelle que nous avons, mais nous avons compris qu'il fallait, compte tenu du fait qu'au niveau du Burkina, on n'a pas de compétences aussi pointues en informatique, donc j'ai dû recourir à des conventions avec, je cite quelques exemples, l'école centrale Lille de France, qui est une école de référence en France. École d'ingénieurs. Hein. Voilà, c'est ça. L'école polytechnique de Marseille et l'école d'ingénieurs de Limoges. Ces 3 écoles participent à la formation de nos ingénieurs, de telle sorte qu'aujourd'hui, vraiment, nous pensons former, livrer des étudiants, des ingénieurs aux standards internationaux. Alors vous avez commencé avec, vous l'avez dit vous-même inspecteur d'IBM, avec cette volonté de démystifier l'informatique, mais vous avez étendu vos formations. Vous n'êtes pas resté à l'informatique, puisqu'on dit Institut supérieur d'informatique et de gestion, et je vois très bien, d'ailleurs, il y a là un panneau qui l'explique très bien, vous avez d'autres formations en management, en gestion. Pourquoi avoir étendu le spectre des formations que vous donnez ici à l'Institut? Merci. Alors, comme nous avons, je peux dire, réussir le challenge au niveau de l'informatique, les gens nous font confiance parce que nous sommes le tout premier institut supérieur privé au Burkina. Et comme la confiance est établie, nous avons dit, mais il y a beaucoup d'autres jeunes qui ne peuvent pas faire l'informatique et qui veulent faire autre chose. Il fallait donc cette opportunité et donc nous avons élargi effectivement le spectre de formation. Et nous avons ajouté gestion. Sinon, au début, c'était informatique de gestion. Puis après, nous avons ajouté maintenant Institut supérieur d'informatique et de gestion pour avoir les 2 départements, informatique et gestion. Alors, en gestion, donc, nous balayons tout le domaine de gestion, à savoir comptabilité, marketing, gestion de projets, ressources humaines, management, tout ce qui est gestion. Donc, nous avons permis aux jeunes bacheliers de pouvoir faire ce choix-là. Et donc, ce qui nous a amené donc à changer le sigle pour devenir Institut supérieur d'informatique et de gestion. Et combien d'étudiants, parce que c'est une question importante, ça, combien d'étudiants vous formez et combien de diplômés sortent chaque année de votre institut supérieur? Alors, nous avons commencé avec 30 étudiants en 92. Aujourd'hui, nous sommes à 4000 étudiants à ISIC. Chaque rentrée académique, il y a 4000 personnes. Tout à fait, tout à fait. Excellent, oui. Alors, donc, les diplômés, chaque année, en prenant par filière, nous avons les licences et nous avons les masters. Alors, au niveau des licences, par promotion, on a une centaine de diplômés. Quand vous prenez gestion de projet, marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité, assurance banque, en licence, nous mettons chaque année près de 500 diplômés, chaque année. Au niveau des masters, nous sommes à peu près à 150 par an. Et donc, en tout cas, nous pouvons être satisfaits en tout cas de notre participation dans la formation de l'élite, de la formation des ressources humaines, non seulement du Burkina, mais j'allais dire de toute l'Afrique. Parce que l'intérêt aussi de la chose, c'est que justement vous avez étendu aussi votre réputation au-delà des frontières du Burkina, ce qui fait que beaucoup d'étudiants viennent non seulement des pays limitrophes, des pays de l'UEMOA, mais même au-delà même de l'Afrique centrale. On va en reparler tout de suite. Mais d'abord peut-être une question. Vous l'avez dit, donc vous formez tous ces gens. Est-ce qu'ils trouvent du boulot ici sur place? Est-ce que le marché burkinabé arrive à absorber ces étudiants qui sont formés chez vous? Très important, et c'est là la différence entre nous et les universités publiques. Parce que nous, notre formation met vraiment l'accent sur l'opérationnalité des étudiants sur le marché. Beaucoup osent entreprendre.
et avec succès, et j'en suis fier. Mais comme je le disais à l'introduction, j'ai parlé des informaticiens, mais au-delà des informaticiens, tous ceux qui ont fait la formation en gestion se retrouvent soit responsables de gérage, impliqués dans les projets du gouvernement, où il y a la gestion de projets, en tout cas nos étudiants, et surtout que nos diplômes sont reconnus par le CAMES, et donc nos étudiants en tout cas trouvent vraiment, et c'est ça qui fait qu'il y a toujours de l'engouement. Ah oui, d'accord. Alors, au-delà donc du Burkina Faso, quelle est la proportion aujourd'hui d'étudiants burkinabés et d'étudiants étrangers, si on peut dire, donc non burkinabés? Alors, nous avons actuellement une vingtaine de nationalités. En proportion, nous sommes à peu près à 20% d'étrangers parmi nos étudiants. Les effectifs, nous pouvons exprimer à 20% les non-burkinabés. Et la plupart viennent d'où? De l'UEMOA? Alors, non seulement de l'espace UEMOA, mais beaucoup nous viennent de l'Afrique centrale aussi, à savoir le Congo-Brazzaville, l'ex-Zaïre, le Tchad, Centrafrique, le Gabon. En tout cas, nous avons un bon contingent qui nous viennent. Et les parents souvent nous demandent, est-ce que vous avez une cité? Oui. Et donc, nous recevons même des étudiants boursiers de ces États-là, que le ministère de l'Éducation prend en charge les frais de scolarité en accordant les bourses à ces étudiants. Et donc, en tout cas, ISIG a dépassé les frontières nationales. Et en tout cas, nous sommes très connus en Afrique. À tel enseigne qu'on me demandait, est-ce qu'il ne faut pas aller ouvrir ISIG au Gabon, au Tchad? Mais c'est ma question précisément. Je voudrais savoir comment cette réputation s'est-elle faite? Je veux dire, de bouche à oreille, est-ce que vous avez dû faire de la communication dans ces pays-là? Parce que vous dites venant de RDC Congo, donc du Congo-Brazzaville, de Centrafrique, du Tchad, ou alors c'est par des partenariats que vous avez avec peut-être des instituts supérieurs locaux? Comment ça se fait? Comment vous vous êtes fait connaître dans ces pays-là? Oui, alors merci, parce que cette question est très très importante. L'ISIG s'est fait connaître surtout à travers le CAMES. Oui. Et le CAMES, tous ces pays-là sont membres du CAMES. Exactement. Et donc, certains parents, avant d'envoyer leurs enfants à l'étranger, se réfèrent soit à l'université pour demander des informations, parce que tous les recteurs d'université nous connaissent. Et donc, ils ont participé de façon objective, parce que nous répondons aux critères scientifiques de nos formations. Beaucoup nous ont aidés dans ce sens. Ensuite, les quelques étudiants qui sont venus, qui sont répartis, ont été partout nos ambassadeurs. Et c'est surtout eux qui ont fait vraiment la promotion de l'ISIG dans cette sous-région de notre contrat. Alors, question importante, hein, mais question qu'il faut poser. Combien ça coûte de s'inscrire ici à l'ISIG? Parce que vous avez parlé notamment de système de bourse, ça veut dire de système mis en place pour accompagner les étudiants. Je veux dire, c'est un enseignement supérieur privé, de très bonne qualité, comme vous l'avez dit, donc ça a un prix. Est-ce que c'est un prix qui est à la portée de monsieur et madame tout le monde? C'est là la question. Parfois au Burkina, les gens trouvent que ISIG c'est l'école de l'élite. Oui. Et c'est vrai, vu le contexte, le pouvoir d'achat du Burkinabé moyen, effectivement, ce n'est pas donné. Mais nous avons fait ce choix, puisque nous voulons vraiment une formation de qualité, des ressources humaines de qualité, qui n'ont pas à rougir des formations venues d'ailleurs, et il fallait oser. C'est vrai, ça coûte relativement cher par rapport à notre contexte. Niveau licence, première année, deuxième année, troisième année, en moyenne 500 000 francs CFA. Pour une année académique. Au niveau master, première année, nous sommes à 1 million, et deuxième année, nous sommes à 2 millions. Et donc, dans le contexte, ça paraît cher, mais vu ce qui est derrière, le soutien académique, pédagogique de haut niveau, ce prix-là, à mon avis, est vraiment ce qu'il faut pour couvrir les charges et pouvoir aussi quand même investir. Étant entendu que nous ne recevons aucune subvention de l'État et c'est donc sur ressources propres que nous fonctionnons. Et comme nous sommes obligés de faire venir des professeurs de haut niveau venant du Canada, de la France, comme je l'ai dit tantôt, de la sous-région, quelquefois du Sénégal,
Et donc, ça a un coût. Ça a un coût, bien sûr. Et comment font les étudiants alors? Je veux dire, bien sûr, il y a l'élite qui peut se payer ses études, c'est très bien. Je veux dire, mais les autres, quand il y a des talents, si vous pouvez découvrir un talent, mais dont les parents ont des ressources modestes, est-ce qu'il y a des systèmes d'accès à des bourses, d'accès à des prêts, comme on fait dans les pays anglo-saxons, où on a un prêt qui paye ses études, que l'on rembourse après pendant ses années de travail? Comment vous faites ça? Vous avez raison, ce point, nous ne l'avons pas oublié. Au niveau de l'ISIG, nous avons prévu des bourses d'excellence qui s'adressent aux nouveaux bacheliers qui ont une mention. Et donc, nous recrutons quelques étudiants sur cette base. Alors, une fois que vous êtes étudiant à l'ISIG, il y a aussi des bourses sociales, caractère social. Nous prenons par compte les handicaps, ceux qui ont un handicap. Nous accordons des bourses sociales ou des parents qui, bon, objectivement, le parent s'engage, il inscrit son enfant et un événement de force majeure se produit. Nous sommes sensibles et souvent nous accordons des bourses entières à ces genres de situations. L'État oriente chaque année 5 bourses d'excellence. Oui. C'est peu. Oui. C'est déjà un début. Voilà, il faudrait faire plus. Tout à fait. Exactement. Alors dites-nous aussi, on revient à l'historique. Hein, vous avez dit ISIG, fondé donc en 92. Hein, vous avez fêté vos 20 ans en 2012. Quand est-ce qu'a été la mutation, l'évolution, changement de l'ISIG en université Aube Nouvelle, et pourquoi ce changement? Merci pour cette interpellation. Alors, ISIG, depuis 92 jusqu'en 2012, donc 20 ans après, la notoriété de l'ISIG est vraiment établie. Et nous avons beaucoup d'autres ambitions. On ne veut pas se limiter maintenant à informatique et gestion. Nous pensons à étendre notre ambition sur tout domaine susceptible d'apporter vraiment une formation à nos jeunes pour satisfaire leurs ambitions à eux aussi. Et là, il fallait prendre en compte tous les domaines académiques que les universités font. Si je reste ISIG international, je ne peux pas faire par exemple le droit, faculté de droit je ne peux pas parce que ce serait incohérent. Si on veut faire, mettons, de l'agronomie, il y a un problème. Si on veut faire de la géologie, des mines, il y a un problème. Or, le Burkina et même la sous-région connaît actuellement un boom minier. L'agriculture est une préoccupation pour tous les pays africains. Et le Burkina, 80% c'est l'agriculture. Comment faire pour que les jeunes qui ne veulent pas faire l'informatique, qui ne veulent pas la gestion et qui veulent faire autre chose, puissent aussi trouver leur compte. Et puis, bon, notre troisième ambition, de former l'élite au niveau doctoral. Et donc, ceci, il fallait dépasser le cadre d'institut pour aller à un cadre universitaire. Et donc, nous avons demandé aux autorités de nous ériger en université pour nous permettre d'étendre nos heures de formation dans tous les domaines académiques. Et les masters étant maîtrisés actuellement, il faut maintenant aller au troisième cycle, c'est-à-dire les PhD. Donc vous estimez que vous aviez atteint un seuil de maturité et vous voulez aller plus loin? Tout à fait, nous avons atteint en tout cas ce seuil de maturité. Il faut maintenant s'attaquer à l'élite et à la recherche, donc au niveau PhD, et développer d'autres domaines. Alors, et cette année, nous avons été érigés en université en février 2012. Voilà, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ce qui nous a permis cette année de lancer de nouvelles filières telles que géologie et mines, génie civil, agronomie, agroalimentaire, bioanalyse. En tout cas, nous avons balayé un certain nombre de domaines qui intéressent les jeunes. Bien sûr. Et puis surtout, qui intéressent non seulement les jeunes, ça c'est clair, mais aussi qui sont en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Tout exactement, à fait, parce que bon, le besoin est là. Il ne s'agit pas de former des gens pour les former. Il faut que l'étudiant formé, quand il sorte, que ça réponde à un besoin
de l'entreprise. Et on sait que c'est ce qui manque surtout à l'Afrique. Hein. Ce sont ces métiers techniques très poussés au niveau, par exemple, scientifique. Hein. Comme vous l'avez dit, géologie, mine, même pétrole. Je me suis rendu compte, par exemple, récemment, en voyant les choses, qu'il n'y avait pas d'institut de pétrole en Afrique. Et pourtant, il y a beaucoup de pays pétroliers. On va en ouvrir un bientôt au Gabon, je pense. Hein. Certains pays pétroliers se sont regroupés. Mais c'est quand même étonnant. Je veux dire, par exemple, un institut de mine. Donc là, vous allez ouvrir une faculté de géologie, de minéralogie aussi ? Tout à fait. Et on a commencé cette année. Donc nous avons ouvert 4 UFR, unités de formation et de recherche, une école doctorale. Et nous sommes intéressés parce qu'aujourd'hui, l'environnement est une préoccupation. La gestion des mines pose le problème de l'environnement. Et donc nous avons ouvert un master en gestion de l'environnement et développement durable qui a sa 3e promotion. Et un nouveau master international en gestion minérale, en gestion des ressources minérales. Et ce master en gestion des ressources minérales est une innovation pour moi, parce que quand les miniers viennent forer partout, on met plus ou moins, j'allais dire, excusez-moi le terme, la pagaille, il faudra quand même qu'on puisse restaurer ces sites-là. Il faut qu'il y ait des gens qui comprennent le langage pour qu'on n'abuse pas de notre ignorance. Et donc nous avons anticipé en mettant en place un master qui implique les Canadiens, des Français, des Algériens. Et donc ce master démarre la rentrée prochaine. Il est très ambitieux. Combien d'étudiants inscrits? Alors, non, on n'a pas encore ouvert les inscriptions. Voilà. D'accord. On va lancer l'inscription bientôt. Par contre, le master en management et développement durable, l'environnement et développement durable, là, le responsable m'a fait part que cette année, il a eu 100 inscrits. Excellent. Alors ça veut dire bon, que les gens ont compris l'enjeu, qu'ils viennent du Bénin, du Togo, du Burkina et du Mali. Et donc, en tout cas, nous pensons que ces masters ont une orientation, j'allais dire, sous-régionale. Quand je dis sous-régionale, c'est l'Afrique, moins le Maghreb. Je n'exclus pas forcément le Maghreb, mais la vision, en tout cas, que la région puisse prendre part à ces masters-là. Et nous sommes allés un peu plus loin en pensant à ceux qui ne peuvent pas faire la formation en présentiel, qu'ils puissent le faire en ligne. Le e-learning. C'était justement aussi l'objet de ma question suivante. Parce que vous l'avez dit, hein, vous étiez à l'informatique, donc au départ, quand ça c'était une science nouvelle, si on peut dire, mais tout ça a évolué, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de la communication, on a tout évolué. Aujourd'hui, il suffit pas d'être, je veux dire, à Seattle ou dans la Silicon Valley pour pouvoir accéder à cette information du temple de l'intelligence mondiale. Donc il y a tout ce e-learning. Et on en a parlé, je me rappelle, il y a une dizaine d'années déjà, IBM parlait de ça en disant oui, on va lancer ça parce que ça va permettre à l'Afrique l'université virtuelle avec Cheikh Modibo Diarra qui était à Microsoft. Depuis lors, est-ce que vous, puisque vous avez votre centre de formation, hein, j'appelle ça comme ça, donc c'est-à-dire université, institut supérieur, est-ce que vous vous êtes lancé dans ce chantier-là de la formation à distance grâce aux outils des technologies nouvelles? Oui, nous avons pris ce département-là vraiment à cœur et nous avons lancé l'opération pilote la rentrée 2012-2013. Nous sommes donc à la 2e cohorte cette année. Et l'engouement est extraordinaire. J'ai été surpris qu'il y ait des inscrits des États-Unis inscrits sur notre... Je dis, mais tiens, donc en tout cas, pour moi, c'est de l'avenir pour la formation au niveau supérieur. L'avantage, on n'a pas besoin d'avoir des salles. Alors, les étudiants sont partout, on convient des rendez-vous, où ils se retrouvent sur la plateforme, ils échangent avec le professeur, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, je pense que l'enjeu, il faut que ceux qui se lancent dans cette aventure, comme nous sommes en train de le faire, il faut faire le maximum de sérieux pour ne pas décevoir les apprenants. Et nous envisageons des regroupements au moins 2 fois par an. Le temps aussi vous permettre à ces étudiants d'échanger et de connaître certains professeurs. Et si nécessaire, on peut faire ces regroupements par région. On peut avoir un regroupement au Gabon, à Ouaga, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment notre ambition pour vraiment faire une différence à ce niveau-là, peut-être par rapport à ce qui se fait. Nous voulons en tout cas innover en permettant
l'accent sur les regroupements là aussi. Une question aussi, M. Rikini. Vous l'avez dit, vous êtes un enseignement privé. Mais enseignement, que ce soit privé ou public, je veux dire, l'objectif, c'est quand même de former des gens de qualité, avec des compétences pour pouvoir servir le pays, l'économie et l'Afrique en général. Quels sont vos liens avec justement l'enseignement public? Est-ce qu'il y a des passerelles qui se forment? Parce que vous avez dit que vous avez maintenant des unités de formation et de recherche. Quand on fait des recherches doctorales, est-ce que vous avez des formations transversales entre vous, l'université de Ouaga ou d'autres pays en Afrique? Tout à fait, la question est très pertinent pour moi. Quand j'ai lancé ISIC au début, j'ai dit l'enseignement supérieur privé, pour être crédible, doit forcément compter avec nos universités. Et donc, beaucoup d'universitaires ont été impliqués dans le corps enseignant de l'ISIC. Aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, on a passé des conventions avec les écoles doctorales qui interviennent dans notre école doctorale, qui sont membres du conseil scientifique pour vraiment apporter les savoir-faire déjà. Et ça c'est une des forces que le privé, en tout cas, nous avons osé, nous sommes le premier privé à poser ces pas-là. En tout cas, les universitaires, au niveau sous-régional du site, nous avons un programme commun, par exemple, entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Houphouët-Boigny, l'université de Cotonou, l'université de Ouagadougou et l'université Aube-Nouvelle. Nous avons un programme commun de doctorat en économie de la santé, qui est donc lancé. Donc, ceci pour traduire. Alors, le représentant de l'ICD était tellement qu'on a dit c'est la première fois qu'il voit une université privée s'associer avec des universités publiques pour un projet commun. Et donc, ça, c'est une des forces que nous saluons, la coopération interuniversitaire. Du reste, nous sommes membres du CAMES, membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Et donc, ces deux institutions-là font que les universitaires nous respectent et nous associent dans leurs décisions. Dernière question, bien sûr, il y a aussi les perspectives de développement de l'ISIG. Ça marche tellement bien que j'ai ouï dire que vous vouliez ouvrir un second campus, si je peux dire, dans la deuxième ville du pays, à Bobo-Dioulasso. Où ça en est, ce projet? Merci. En fait, c'est même déjà ouvert. Oui. Et l'ambition de ce pôle est telle que, si vous avez l'occasion d'aller à Bobo, vous verrez que c'est plus grand que Ouagadougou. Oui. Ce que vous voyez ici, l'infrastructure de Bobo est plus importante, plus impressionnante que ce que vous avez vu ici à Ouaga. Alors, cette nouvelle ville du pays, qui est la capitale économique, notre vision que cette université soit scientifique. Donc, tout ce qui est scientifique, les ingénieurs, nous allons les orienter là-bas. Ici à Ouagadougou, ce serait la gestion du droit sciences éco. Donc, nous avons déjà la vision très claire. Travail comme ça, voilà, exactement. Et bon, à Bobo, nous avons une cité et nous allons en tout cas démarcher les étudiants qui nous viennent. Ça a déjà commencé, donc. Ça a déjà commencé. Ok, quelle année? C'est la première année académique? Non, 2003, 2004. Excellent, voilà. Très bien. Voilà. Et donc c'est déjà effectif. Eh bien, très bien. Et à part ça, peut-être autre chose dans les perspectives de développement? Alors, c'est renforcer l'école doctorale, accueillir des candidats. Par exemple, nous avons cette année des Tchadiens, des Béninois qui sont dans l'école doctorale. Et le souci, c'est que les gens découvrent que cette école doctorale existe et que nous avons vraiment les compétences. C'est la première fois qu'un privé s'essaie dans ça et nous aimons relever les défis. En tout cas, nous pensons pouvoir le relever avec efficacité. Merci beaucoup Isidore Kini, je rappelle président, directeur fondateur de l'ISIG International et donc aussi de l'université Aube-Nouvelle. Merci pour cet entretien. Merci pour l'occasion que vous m'avez offerte pour pouvoir faire connaître davantage notre université à tout le monde entier. Parce que votre chaîne est suivie sur satellite et j'en suis fier. Merci bien. Merci, ce fut un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.